Lorsqu'il se rendit dans le haut désert pour la première fois, Gene Shoemaker se demanda s'il était trop tard. Avait-on tout exploré dans l'Ouest, mené tous les combats, résolu tous les mystères? On apprend aux géologues que la vérité se cache dans les roches, sous nos pieds. Alors, pas à pas, il foula la terre pour en extraire les secrets. Et ce que Gene Shoemaker trouva rendit le sol lui-même moins solide. La planète Terre n'était pas aussi sûre qu'on l'avait toujours présumé. C'est comme si on vivait au milieu d'un champ de tir. Ce sont des balles tirées dans l'espace. Ces trucs ont frappé la Terre par le passé et ils frapperont la Terre à l'avenir. Ça produira une catastrophe sans commune mesure avec toute autre catastrophe naturelle connue. Avant Gene Shoemaker, peu de gens s'étaient intéressés à cette question. C'est l'une des forces les plus puissantes à l'œuvre dans la formation de notre planète. Et c'est peut-être le plus grand danger qui nous menace. Voici l'histoire de l'impact. Impact mortel. « 23 mars 1993. Les plus grands télescopes du monde plongeaient leur regard au plus profond de la nuit. Ils scrutaient l'espace à la recherche de traces du Big Bang aux confins de l'univers. Mais derrière un minuscule télescope, sur un pic isolé de Californie, 3 vieux amis fouillaient un coin de l'espace bien plus proche de chez nous. 5, 4, 3, 2, 1. Gene Shoemaker, géologue, cherchait des roches, pas sur la Terre, mais dans le ciel. Cette nuit-là, lui et son équipe trouvèrent quelque chose de stupéfiant. Le présage d'un Big Bang d'un tout autre type. La comète Shoemaker-Levy 9 apparut d'abord comme une tache pâle dans l'espace. Elle prit ensuite l'aspect d'un éblouissant ray de lumière. Lorsqu'elle s'écrasa sur Jupiter, les principaux télescopes du monde étaient aux premières loges. L'impact déclencha des plumes de feu assez importantes pour embraser la Terre. Et il souleva une question terrifiante. Un tel phénomène pouvait-il se produire ici? Et si cela arrivait? Si un projectile de presque 1 kilomètre de diamètre frappe la Terre, il déclenchera une catastrophe largement supérieure à toute autre catastrophe naturelle. En effet, l'énergie libérée sera la même que si l'on réunissait toutes les armes nucléaires du monde et qu'on les faisait exploser en même temps. En réalité, cette énergie serait encore plus importante. Par le passé, des scientifiques avaient dit qu'un tel événement ne se produirait jamais. À présent, beaucoup sont bouleversés. Certains ont même parlé de fin du monde.
Si une chose pareille nous tombe dessus, on ne pourra pas faire grand-chose. En effet, aujourd'hui, le scénario le plus probable est celui de l'avertissement zéro. Le prochain impact d'un objet d'1 kilomètre de diamètre aura probablement lieu avant même qu'on ne le détecte. Sans crier gare, la Terre se mettra à trembler et une plume de feu s'élèvera au-dessus de l'horizon. On lui avait appris que les collisions cosmiques étaient inconcevables. Mais Gene Shoemaker préférait se forger ses propres opinions. C'est un chemin que j'ai parcouru tout seul, à petits pas. Il m'a fallu apprendre moi-même que, en fait, si on l'observe attentivement, le monde nous raconte que d'énormes machins tombent du ciel. Ce que le monde lui racontait s'exprima avec plus d'éloquence au météore cratère. Ce trou béant de près d'1 kilomètre de diamètre dans le désert de l'Arizona lui parla d'un désastre soudain, d'une catastrophe tombant du ciel, d'un impact mortel. Il y avait d'autres cratères dans d'autres endroits. Mais la plupart des géologues s'accordaient à dire qu'ils n'étaient que les vestiges de volcans anciens formés au long des éternités par des forces constantes et prévisibles. Rien de si grand ne se formait de manière rapide ou soudaine. On a cru longtemps que les roches incandescentes tombant du ciel ne provoquaient pas les désastres mais les prédisaient. Partout dans le monde, on a craint les présages qu'annonçaient les météorites et on a vénéré leurs restes comme des reliques. Depuis des milliers d'années, elles étaient notre seule manière de toucher le ciel, de mystérieuses messagères venues de l'espace. L'intérêt qu'elles suscitaient chez les anciens augures captive encore aujourd'hui les scientifiques. C'est à l'intérieur d'une météorite, une roche martienne tombée sur l'Antarctique, que les chercheurs découvrirent la présomption la plus convaincante de vie extraterrestre. Les météorites sont des fragments issus de corps célestes plus gros. Lors de leur chute à travers l'atmosphère terrestre, la plupart perdent de la vitesse et de la puissance, si bien qu'habituellement, même celles de plus de 3 mètres de large ne font pas des dégâts à très grande échelle. Cependant, si vous ou votre maison vous trouvez par hasard dans la trajectoire d'un rocher de l'espace, quelques réparations seront inévitables. Des tonnes de météorites tombent sur la Terre tous les jours. La plupart d'entre elles sont plus petites qu'une puce, mais c'est suffisant pour illuminer la nuit. Cette boule de feu fut observée par des milliers de gens le long de la côte est américaine en 1999. Nombre d'entre eux assistaient à des matchs de football et certains avaient emporté leur caméscope. En 1972, un rocher de la taille d'un autobus flamboya si intensément qu'il fut visible en plein jour et fut filmé par un touriste près du Grand Tetons. Il n'y eut aucun impact, confirmant ainsi l'opinion d'une grande partie des scientifiques, à savoir que l'atmosphère de la Terre réduirait également en cendres des rochers géants ou les disperserait en fragments anodins. Alors qu'est-ce qui avait si violemment secoué la Terre le 30 juin 1908 ? Ce jour-là, une boule de feu aveuglante explosa au-dessus d'une partie isolée de la Sibérie. Une lueur sinistre éclaira le ciel et fut même visible en Angleterre. 2 décennies s'écoulèrent avant que les scientifiques puissent monter une expédition pour localiser le site où cette explosion avait eu lieu. Ce fut un voyage ardu, vers une destination inconnue, mais les scientifiques eurent la certitude qu'ils avaient atteint leur objectif lorsqu'ils constatèrent l'état dévasté des abords du fleuve Tunguska. Sur des centaines de kilomètres carrés, la forêt était aplatie en cercles concentriques. Les scientifiques soupçonnèrent que cette destruction avait été causée par une énorme météorite, un astéroïde. Ils se décidèrent de le déterrer.
Cependant, les longs mois passés à drainer les marécages et à creuser la terre dévastée ne donnèrent rien. Des années durant, Tunguska devait demeurer l'un des grands mystères de la Terre. Vers la même époque, à l'autre bout du monde, un mystère semblable hantait cette cuvette géante dans le désert de l'Arizona. Vers le début des années 1900, Daniel Barringer, ingénieur des mines, découvrit de petits fragments de météorites autour du cratère. Il fora le fond du cratère à la recherche d'un astéroïde sans rien y trouver, à sa grande déception. Les géologues ne furent pas étonnés, mais des années plus tard, un jeune géologue, Gene Shoemaker, fut intrigué. Qu'est-ce qui s'était passé ici? Cela ressemblait à une blessure géante sur la Terre. On aurait dit que le sol avait été frappé d'un coup dévastateur. D'importantes couches de roches, auparavant horizontales, avaient été cassées et violemment projetées en l'air. La couronne était jonchée de gigantesques blocs de pierre à chaud ayant indiscutablement surgi des entrailles de la Terre pour s'envoler à des centaines de mètres. Mais comme tous les géologues, Gene avait appris que les paysages les plus ravagés se formaient également à une vitesse d'escargot. Météore-cratère ne pouvait être en fait un cratère de météorites. Les gens disent « Oui, les météorites tombent du ciel, c'est une idée à laquelle nous pouvons nous faire. Un morceau de cette taille, nous acceptons qu'il puisse tomber du ciel. » Mais cela demandait un vrai bond intellectuel pour passer d'une pierre de la taille de la main à une montagne et d'accepter qu'une montagne puisse tomber du ciel. Pendant mes premières années de fac, je n'ai rien appris sur la question des impacts. Cela ne faisait pas partie de la géologie de l'époque. Les géologues sont des gens qui aiment dire « J'aimerais connaître ce processus, j'aimerais d'abord le voir se produire, alors je pourrais croire que ça s'est déjà produit. » Gene Shoemaker était un géologue qui avait vu se produire un phénomène susceptible de remettre en question les principes fondamentaux de sa profession. Il n'avait pas 30 ans lorsqu'il commença à travailler sur le site de test top secret du Nevada. Là-bas, il fut témoin d'un nouveau mécanisme grâce auquel les cratères pouvaient être créés. Tout se passe dans un silence absolu jusqu'à l'onde de choc. Baum! Ensuite, il y a un roulement de tonnerre. Ça vibre, le son fait vibrer votre corps tout entier, et c'est un spectacle totalement fascinant. Jamais auparavant une telle énergie n'avait été exploitée ou déclenchée. La nature pourrait-elle en faire autant? Ce cratère n'avait pas pris forme au cours des milliers d'années. Il avait été créé dans l'espace d'un instant. Il rappela à Gene un autre endroit qu'il avait vu. À l'époque, c'était le plus grand cratère creusé par une explosion souterraine peu profonde. Si bien que je pouvais directement passer de là au cratère de Mère Nature. J'avais dans l'idée de jeter un coup d'œil sur Météore-cratère et de déterminer sa structure, parce qu'on ne l'avait jamais cartographié ni décrit. Ainsi, j'ignorais totalement sa structure avant de m'y rendre. J'ai d'abord mesuré le cratère nucléaire, puis je suis allé au Météore-cratère. Et voilà. Quelle ne fut pas ma surprise de constater que toutes les parties visibles du cratère nucléaire étaient reproduites ici, à une échelle gigantesque, jusqu'aux morceaux de matière fondue. Autour du cratère, Gene découvrit de petites perles de verre de la roche qui avaient été fondues puis recrachées. Il en avait déjà vu dans le Nevada. Certaines roches révélaient un minéral récemment découvert, le cohésite, une forme hyper comprimée de quartz qu'aucun volcan n'est capable de produire. Dans cet échantillon microscopique se trouvait encodée l'histoire d'une dévastation violente causée par un astéroïde de 30 mètres de diamètre fendant l'air si rapidement que l'atmosphère n'avait pas pu le ralentir. Gene Shoemaker avait découvert l'empreinte digitale de l'impact. Ce fut la première preuve irréfutable d'un cratère d'impact sur Terre.
Une insulte au siècle de conviction scientifique et un défi même pour les étudiants dévoués du professeur. Le professeur Susan Kiefer avait étudié avec Jean à l'université. Un jour, Jean m'a dit « Je vais te montrer ce qu'est un impact ». C'est un très joli cratère. La leçon de Sue fut simple, mais révolutionnaire. Un objet relativement petit mais se déplaçant très rapidement génère par impact un énorme trou tout en se désintégrant presque entièrement. Les mystères de Tunguska et de Meteor Crater étaient résolus. Il est venu par là, de cette direction. On lève les yeux au ciel et on voit une boule de feu flamboyante, créée par l'astéroïde ou la météorite pendant sa descente, et elle devient de plus en plus brillante. L'explication de Jean à propos du Meteor Crater fut très controversée. Mais la raison pour laquelle il s'était mis à étudier des cratères semblait, elle, carrément dingue. Lorsqu'il avait 20 ans, plus d'une décennie avant le programme spatial, Jean soupçonnait que l'Amérique irait bientôt sur la Lune. Et pourquoi aller sur la Lune? Pour l'étudier. Et on envoie qui étudier la Lune? On envoie un géologue, n'est-ce pas? J'ai décidé de me trouver en tête de la liste au moment voulu pour être le premier géologue à aller sur la Lune. Pouvez-vous imaginer une aventure plus extraordinaire? Moi non. J'ai pensé, eh bien, je devrais en apprendre un peu plus sur les cratères. Oh, Jean, regarde, ça a l'air bon. Ah, regarde-moi. Jean n'osa confier son rêve qu'à une personne. Ça semble si beau et si léger. C'était en 1951. Lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, j'ai pensé, voilà la fille la plus adorable que j'ai jamais vue. Sa femme, Caroline, deviendra l'éternelle complice de ses rêves et de ses projets. Au début des années 1960, le vœu le plus cher de Jean était sur le point d'être exaucé. Nous choisissons d'aller sur la Lune au cours de cette décennie, non parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. L'Amérique allait sur la Lune, et Jean était déjà un expert en cratères. Rien que sur la face visible de la Lune, il y en avait des milliers. Jean croyait qu'il pourrait nous aider à comprendre le rôle des impacts dans la morphologie de la Lune, mais aussi de la Terre. La Lune est comme un tableau noir que personne n'a jamais effacé. Ce qui ressemble à un bombardement, c'est tous ces cratères sur la Lune. C'est comme un enregistrement historique de la pluie de balles qui frappe à la fois la Terre et la Lune. Si on veut voir à quoi ressemble un très grand cratère d'impact lors de sa formation, il faut simplement regarder la Lune. Cette bonne femme, là-haut. Ceux qui dirigeaient le programme spatial ne regardaient pas la Lune de cette manière. Ils se trouvaient engagés dans une course acharnée. L'important pour eux était d'y parvenir, et pas ce qu'on apprendra une fois dessus. Indiscutablement, les directeurs et les ingénieurs de la NASA, y compris les astronautes eux-mêmes, ne s'intéressaient pas à faire de la science dans l'espace. Ce n'était pas leur mission. Ils avaient entrepris d'arriver sur la Lune avant les Russes, et la dernière chose qui leur venait à l'esprit, c'était d'étudier la Lune scientifiquement et d'y collecter des échantillons. Néanmoins, bien qu'il ait été probablement considéré comme un dingue par certains ingénieurs, Jean ne renonça pas à promouvoir l'importance des études géologiques lunaires. Mais la géologie lunaire était une idée difficile à vendre. Peu de scientifiques croyaient que Jean avait raison sur l'effet d'impact sur la Terre et encore moins sur la Lune. Beaucoup pensaient que les cratères lunaires étaient également d'anciens volcans. Avant le grand voyage en fusée,
Gene fit un voyage décisif dans un véhicule plus modeste. Les Schumacher étaient en vacances dans le sud de l'Allemagne. Gene voulait s'y rendre afin de visiter le bassin de Ries, une dépression de 15 km de large que tout le monde prenait pour un ancien volcan. Gene et Caroline se promenaient dans la ville médiévale de Nördlingen, au cœur du cratère. Et là, Gene tomba sur l'échantillon géologique le plus important qu'il ait jamais trouvé. L'église de Saint-Georges, âgée de 500 ans, était construite en pierre locale. Je me suis immobilisé à la seule vue de la pierre et j'ai dit « Waouh, attendez une minute, qu'est-ce que c'est ?» Moi, je pense savoir ce que c'est. J'ai déjà vu quelque chose de semblable. Les murs étaient criblés de particules de verre issues de la roche choquée et fondue. Gene n'avait pas besoin d'un microscope pour savoir qu'il contenait du cohésite. Il était aux anges et j'étais ravie pour lui. Simplement d'être là et d'admirer toutes ces preuves de l'impact et de la formation d'un cratère géant, et les voici incorporées dans la cathédrale. Ah, c'était une sensation très étrange et intéressante de pouvoir dire « Ah oui, on a reconnu ce que c'est ». Le bassin de Ries est presque 20 fois plus grand que le météore cratère. C'était le premier grand cratère d'impact irréfutable sur Terre. Et ça a tout changé. Il s'agissait d'un impact sur une échelle totalement différente. Provoqué par un rocher d'1 kilomètre de large qui modifia radicalement le paysage il y a 15 millions d'années. Tout d'un coup, on commença à reconnaître des cicatrices circulaires d'impact partout dans le monde. Certaines faisaient 250 km de large. À présent, on comprenait vraiment qu'il y avait de grands cratères formés au-dessus de la Terre. Et bien sûr, cela signifiait que pour ces grands cratères, l'impact sur la Lune était identique sur la Terre. La preuve est ici, mais ils sont aussi présents sur la Lune. Finalement, Gene avait gagné la crédibilité nécessaire pour convaincre la NASA et le United States Geological Survey de lancer un programme géologique sur la Lune. Gene fut nommé à la tête de ce projet. Professeur Schumacher, en tant que directeur du programme astrogéologique, qu'est-ce que vous demanderez aux astronautes de chercher lorsqu'ils commenceront à explorer la Lune? De petites particularités propres à la Lune près du site d'atterrissage. Et bien sûr, nous voudrions aussi qu'ils ramènent un grand nombre d'échantillons. Gene emmena les astronautes d'Apollo jusqu'à son trou favori dans la Terre pour leur enseigner la géologie. Pour moi, c'était l'endroit naturel pour entraîner les astronautes qui allaient partir sur la Lune et regarder des cratères. En fait, c'était le meilleur endroit pour le faire. Ça donne vraiment une idée de ce qu'est un cratère. Et chacun d'entre nous voulait aller sur la Lune. Donc, ils voulaient avoir une idée juste de ce qui les attendait. Pour davantage de réalisme, l'équipe de Gene fit exploser une imitation de champ de cratère lunaire non loin de sa maison. Là, il participa à la conception et aux essais de bon nombre des véhicules et outils utilisés sur la Lune. Le rêve du jeune Gene devenait une réalité. Il remporterait sous peu sa justification de scientifique et sa plus grande aventure. Ignition sequence start. Engines on. 5, 4, 3, 2. All engines running. Launch commit. Liftoff. We have liftoff 49 minutes past the hour. Houston, you are go for orbit. Go for orbit. No, I'm not going to make it to the moon. Non, je n'irai pas sur la Lune.
Juste au moment critique, quand j'aurais pu être en tête de liste pour aller sur la Lune, mon cortex surrénal m'a lâché, mes glandes surrénales aussi, et je savais que sur le plan médical, j'étais hors circuit. Quand on a cette idée en tête depuis 15 ans, elle ne disparaît pas en un clin d'œil. Gene resta dans le programme lunaire comme l'un des principaux scientifiques. Son rêve de faire de la géologie sur la Lune se réalisa par procuration. Son ami et protégé, le professeur Jack Schmitt, s'envola à bord d'Apollo 17. Gene vit ses théories sur l'effet d'impact sur la Lune confirmées en direct à la télévision. Vous ramassiez une pierre ou vous regardiez un rocher et vous voyez une petite dépression là, creusée par l'impact d'un micrométéore. Il est devenu clair que le processus géologique dominant sur la Lune était l'impact météorique et cométaire. J'étais immensément content et fier de Jack. Mais bien entendu, j'étais aussi mélancolique. Je ne pouvais m'empêcher de penser que sans ma glande surrénale, cela aurait pu être moi. Je rêvais autrefois que j'y étais arrivé. Vous savez, j'étais arrivé sur la Lune, j'étais là pour faire de la géologie. Même après, vous savez, pendant très longtemps. J'ai dû partir faire d'autres choses. Au petit matin, les Shoemaker grimpaient en haut du mont Palomar, siège de ce qui était le télescope le plus puissant du monde. Le L de 5 mètres était le temple de l'astronomie de l'espace profond. Il portait le nom de Big Eye et n'avait pas été conçu pour l'observation des astéroïdes. En fait, avant l'arrivée de Gene, personne ici ou ailleurs n'avait jamais cherché de manière systématique des astéroïdes susceptibles de frapper la Terre. En descendant la pente derrière Big Eye, on trouvait un petit télescope presque totalement inutilisé. Comparé au géant en haut de la pente, le petit œil ne pouvait pas voir très loin. Mais il possédait un champ de vision très large. C'était idéal pour patrouiller à l'intérieur du système solaire à la recherche de balles perdues. La plupart des astronomes voyaient le système solaire comme un arrangement harmonieux de planètes en orbite autour du Soleil. Ils prêtaient peu d'attention aux centaines de milliers d'astéroïdes, gros fragments de fer et de roches rescapés de la formation des planètes majeures. La plupart orbitent sans danger entre Mars et Jupiter. C'est la ceinture d'astéroïdes. Mais si un astéroïde quittait son orbite normale pour une autre qui croise le chemin de la Terre, il pourrait devenir incroyablement dangereux. La plupart des scientifiques croyaient que les astéroïdes ne pourraient devenir des météoroïdes. Les Shoemaker cherchaient-ils quelque chose qui n'était même pas là? La réponse ne serait pas facile à trouver. Les astéroïdes paraissaient si petits sur la pellicule que Caroline devait les rechercher à l'aide d'un microscope. Et même quand elle les trouvait, ils seraient presque invisibles au milieu des étoiles. Mais lentement, depuis ces minuscules taches floues, les astéroïdes émergèrent. Comme ils sont bien plus près de la Terre que les étoiles, ils ont l'air de traverser le ciel à toute vitesse. En 1989, d'autres astronomes captèrent le tout premier gros plan d'un astéroïde à l'aide d'une antenne parabolique géante. Cet énorme rocher mesurait plus d'1,5 km de large. Par la suite, des images radar révélèrent des astéroïdes encore plus inquiétants, de véritables montagnes se baladant dans l'espace. Toutatis, rocher géant voyageant à 100 000 km/h, croise régulièrement la trajectoire de la Terre. 951 Gaspara, le premier des 2 seuls astéroïdes à avoir été photographié, est aussi grand que l'île de Manhattan. « 243 IDA est 2 fois plus grand. De même que Gaspara, il ne se trouve pas sur une trajectoire de collision avec la Terre. Mais si c'était le cas, il pourrait faire exploser dans le sol un trou aussi grand que le Texas. Gene n'avait pas réussi à aller sur la Lune, mais avec Caroline, il découvrit des douzaines de nouveaux corps célestes.
À eux deux, ils trouvèrent des centaines d'astéroïdes et des douzaines de comètes, et ils participèrent au renouvellement de la carte du ciel. Le système solaire ne serait plus jamais stable ou prévisible. L'harmonie des planètes est devenue une cacophonie menaçante. Ce que nous avons pu démontrer en utilisant ce bon vieux télescope et en observant une région proche autour de la Terre, c'est que la Terre tourne autour du Soleil au milieu de son propre essaim d'astéroïdes. Les astéroïdes frapperont la Terre à l'avenir, comme ils ont frappé la Terre dans le passé. Ce sont les météorides. Dans les années 1980, de nouvelles preuves étayèrent la théorie que l'impact fait peser une terrible menace sur la vie terrestre. Profondément enfoui sous la péninsule du Yucatan, au Mexique, se cache un cratère de 260 km de large, produit par un impact de 100 millions de mégatonnes. Il remonte à 65 millions d'années, lorsque 2/3 de toutes les espèces vivantes, dont les dinosaures, disparurent de la surface de la planète. Le 22 mars 1989, un astéroïde manqua de frapper la Terre de seulement 6 heures, mais ne fut détecté qu'ultérieurement. D'autres astéroïdes vinrent encore plus près. L'un d'entre eux aurait frappé la Terre s'il était arrivé juste 4 heures plus tôt. Et quand nous avons commencé à travailler ici, je ne pense pas que les gens aient réellement pris conscience du danger, du risque d'impact. D'abord, il fallait un peu de temps pour que la nouvelle se répande. Cette nouvelle qui changea tout commença à s'ébruiter la nuit du 23 mars 1993. Les Shoemaker et leur collaborateur David Levy décidèrent de prendre quelques clichés du ciel malgré les nuages persistants. Ce n'était pas une nuit propice à l'observation, encore moins une nuit où faire des découvertes historiques. 5, 4, 3, 2, 1. Open. I'm on. Okay, you're on. I could hardly see the star. Je pouvais à peine voir l'étoile que j'étais censé suivre, car Jupiter était si près que l'éclat de la grosse planète aveuglait l'objectif. J'ai commencé à examiner le film, regardant toutes les choses qui auraient dû être présentes. Le sillage fantôme de Jupiter et les pointes qu'on voit sur les films lorsqu'on a affaire à une étoile très lumineuse ou à une planète lumineuse. Et puis, je suis arrivée sur quelque chose et je me suis demandé, ça c'est une galaxie ? Non, ce n'est pas une galaxie. C'était un objet d'aspect tout à fait inhabituel. Et je me suis dit, ça ressemble à une comète. Ça ressemblait à une comète, mais une comète étirée. La résolution de nos clichés n'est pas assez précise pour véritablement montrer les détails. Et comme on surveille une très grande partie du ciel, les comètes sont en fait très petites sur la photo. L'équipe appela un ami, l'astronome Jim Scotty, qui dirigeait un des plus puissants télescopes. Ils lui demandèrent de confirmer leurs résultats. Il leur promit de les rappeler dès que son télescope serait repositionné. 2 heures plus tard, j'ai décidé que Jim avait eu assez de temps pour y jeter un œil. Je lui ai passé un coup de fil. Il a répondu d'une voix tout à fait inhabituelle. Je lui ai demandé « Jim, vous allez bien ?» Il répondit « Oui, David. Ce que vous entendez, c'est le bruit de ma mâchoire qui tombe par terre. » J'ai dit « Nous avons une comète ?» Il a répondu « Et même une sacrée comète, les gars. » Et il s'est mis à me décrire ce qu'il avait vu. Et je vous répétais à tous les deux chacune de ces phrases. Elle avait 5 queues et au moins 5 petits noyaux. Mais il a ajouté « Je pense qu'il y en a encore plus. » Par pure coïncidence, en même temps, on passait la première symphonie de Beethoven dans la pièce. Le 4e mouvement avait commencé avec cette petite introduction très lente.
au moment précis où Jim a dit « Et même une sacrée comète, les gars », le grand mouvement de la symphonie a éclaté. Et même une sacrée comète, les gars. La comète, essentiellement un astéroïde avec une longue queue de poussière et de gaz, avait été brisée en plusieurs fragments par la gravité de Jupiter. Bien entendu, la grande nouvelle, le clou du spectacle, à savoir qu'il allait frapper Jupiter, n'est pas tombé avant 6 semaines. Voici cet homme regardant son moniteur qui est en train de lui dire « Votre comète, avec votre nom dessus, va entrer en collision avec Jupiter dans 14 mois. » Et Jen, resté assis là, le fixant du regard, secouant la tête, il a dit « Je n'y crois pas, je vais voir un impact de mon vivant. Je ne peux pas le croire. » À présent, la question était de savoir si on allait assister à un grand show ou à un spectacle que personne ne parviendra à voir. Tandis que Shoemaker-Levy 9 s'approchait de Jupiter, quelques scientifiques éminents demeuraient sceptiques quant à l'importance de l'impact. De nombreux astronomes pensaient que la planète géante happerait la comète dans ses profondeurs vaporeuses. Le 16 juillet 1994, lorsque le premier fragment de la comète était censé croiser la trajectoire de Jupiter, un groupe de scientifiques et journalistes se réunirent au centre de contrôle de Hubble Space Telescope. Gene trouva un bureau inoccupé pour téléphoner et avoir des nouvelles de ce que voyaient d'autres télescopes sur la planète. Nous avons entendu parler d'observations faites en Espagne. Dans lequel je veux entendre ça. Il n'y aurait aucune autre donnée avant que l'équipe de Hubble n'ait téléchargé les premières images diurnes de Jupiter. Et en fait, ils ont détecté la plume. Dans la salle de conférence, Gene disposait d'à peine plus d'informations que les journalistes présents. Nous devrions étudier sérieusement ces rapports et avec un minimum de prudence. Il faut qu'ils soient confirmés. Le petit point sur Jupiter était en fait une plume de feu mesurant environ la moitié de la taille de la Terre. I'd like to introduce Dr. Heidi Hamel. We just downloaded the first 2 orbits, which I have a raw laser printer output. This is as raw On vient as de it télécharger les 2 premières orbites dont j'ai un tirage laser brut, très brut. On peut vraiment voir le site où s'est produit l'impact. Et je vous le rappelle, ceci concerne A, le premier, pas le plus brillant. Alors on prévoit que la semaine à venir sera vraiment passionnante. Je pense que nous sommes extrêmement privilégiés ce soir, car nous assistons à un événement qui n'arrive pas une fois dans la vie, mais une fois dans un millénaire. La revanche de Gene s'était longtemps fait attendre. À présent, elle arrivait avec un bang d'1 million de mégatonnes. Peu de scientifiques ont vu leurs idées démontrées à une échelle aussi fracassante. Ça a été un grand moment dans nos vies. Et c'est venu justifier ce que Gene s'efforçait de dire à tout le monde depuis des années. Les impacts SL9 ont dit noir sur blanc, Gene, t'avais raison. Au cours de la semaine suivante, quelques 20 fragments séparés de la comète tombèrent en pluie sur Jupiter et causèrent de spectaculaires désastres. Si quelqu'un conservait des doutes à propos de l'existence de collisions et de leurs conséquences effrayantes, assister à ces événements sur Jupiter les a effacés à tout jamais.
Voir enfin un impact sur une planète était comme franchir un seuil. Cet événement a fini par convaincre la plupart de mes confrères géologues que oui, il y a vraiment de puissants impacts, non seulement sur Jupiter, mais aussi sur la Terre. Pourriez-vous imaginer ce à quoi SL9 aurait ressemblé avec ses 21 morceaux s'ils avaient été près de la Terre? Si un seul des fragments de SL9 avait percuté la Terre, l'un des gros morceaux, cela aurait donné naissance à un nuage sombre, recouvrant toute la Terre en moins de 90 minutes. Et nous avons constaté que ces nuages noirs sont restés des mois durant sur Jupiter. Et même avant la formation du nuage, rien qu'avec la hausse brutale de la température et la chute mortelle de matière céleste... Avant cela, si les gens avaient appris qu'un fragment allait percuter la Terre, je vois déjà l'hystérie collective que cela aurait produit. Où aller? Les gens auraient dit, où peut-on se cacher? Que peut-on faire? On aurait eu l'impression d'être dans un four, passé au grill. Un trou énorme sera d'abord creusé dans la terre, puis le ciel finira par virer au noir, à un noir total, partout dans le monde. Les impacts sont considérés comme un risque aujourd'hui, un danger. C'est un phénomène dont nous devons nous protéger. Si l'on n'apprend pas à se protéger contre les impacts, nous serons probablement, à plus ou moins long terme, complètement exterminés. Si c'est arrivé aux dinosaures, ça peut nous arriver aussi. Suite à l'aventure de SL9, des scientifiques et des experts en armement russes et américains se réunirent au Lawrence Livermore National Laboratory. Le sujet était la fin du monde. Des astéroïdes assez grands pour tuer un quart de la population humaine mondiale entrent en collision avec la Terre environ 2 fois par million d'années. Des corps plus petits capables d'anéantir une grande ville pourraient frapper tous les 2 ou 3 siècles. Cela va flamboyer pendant environ une demi-heure et ça mettra le feu à tout ce qui vous entoure. Puis tout deviendra noir comme dans un four. Ce qui fait que le danger d'impact de comètes et d'astéroïdes est si important, comparé aux autres dangers, c'est le fait qu'ils sont capables de tuer des milliards de personnes et de mettre en péril toute notre civilisation. On peut avoir tous les orages, tremblements de terre ou volcans que vous voulez. Ils font localement des dégâts terribles, mais ils ne mettent pas la planète tout entière en danger, comme un impact. De façon incroyable, l'impact d'un astéroïde est un désastre naturel contre lequel nous pouvons peut-être réagir. Bon nombre des spécialistes réunis au Lawrence Livermore étaient des vétérans de la guerre froide, et on connaît déjà 2 ou 3 choses pour faire face à un assaut du ciel. Ces bombes, visiblement, leur caractéristique est de représenter environ 100 fois leur masse lors d'une explosion chimique. Dans ce cas, une explosion nucléaire, on fait exploser de la matière et on obtient une réaction en chaîne. Si un astéroïde ou une comète venant vers nous est détecté dans un avenir proche, le scénario pourrait impliquer l'utilisation de la fusée à très longue portée la plus puissante du monde, l'Energia russe. Armé d'une tête de combat américaine de grande précision, on ferait exploser cette fusée juste sur la surface de l'astéroïde, le faisant ainsi dévier de sa trajectoire de collision avec la Terre.
Mais avant de lancer un missile, il faut savoir où viser. Jusqu'à présent, seule une fraction des météoroïdes ont été localisés. Nous sommes peut-être là face à la plus grande négligence de l'histoire humaine. Je peux vous affirmer avec confiance qu'en ce qui concerne les 10% de gros astéroïdes déjà découverts, il n'y a aucun danger. Cependant, je ne peux rien dire sur les 90% restants. Alors, oui, nous comprenons la nature générale du risque, sans pour autant avoir entrepris des efforts concrets pour nous en protéger, et encore moins pour regarder et voir si quelque chose se dirige vers nous. Davantage de télescopes se sont joints à la recherche. L'Air Force américaine elle-même y a participé par des expertises et une contribution technologique. La grande science a embrassé la chasse aux astéroïdes. Néanmoins, l'équipe la plus expérimentée dans ce domaine mène la charge à partir d'un nouveau petit télescope depuis son jardin. Caroline et moi sommes des scientifiques regardeurs. Nous aimons regarder le ciel. L'observation oculaire est une vieille branche de la science plutôt démodée. Mais pour un scientifique regardeur qui tient une bonne idée, il reste néanmoins une fenêtre au travers de laquelle il peut faire des découvertes passionnantes. Gene et Caroline Shoemaker sont bien placés pour le savoir, c'est l'histoire de leur vie. À présent, ils attendent avec nous tous le prochain messager des étoiles. La question n'est pas de savoir si, mais quand.